La femme pleurait jour et nuit, implorant un miracle. Les médecins disaient qu'aucun des deux ne reviendrait. Mais quand un seul s'est réveillé, la vérité a tout détruit. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Le son métallique du portail qui se ferme résonna dans la maison ce lundi matin. Élise observait par la fenêtre de la cuisine, tenant une tasse de café déjà froid entre ses doigts, tandis qu'elle voyait Thomas ajuster le rétroviseur de la voiture. Chloé, avec ses 7 ans et son énergie inépuisable, sauta sur la banquette arrière, ses tresses ornées de rubans colorés se balançant joyeusement. « Au revoir, maman !» La voix enfantine résonna par la fenêtre ouverte de la voiture, faisant sourire Élise qui lui rendit son signe de la main. Ses yeux croisèrent ceux de Thomas pendant un bref instant, ce regard qui conservait tant d'années d'histoires partagées, de moments heureux et de défis surmontés ensemble. La voiture commença à avancer lentement dans la rue bordée d'arbres de la résidence. Élise resta là, observant jusqu'à ce qu'ils disparaissent au tournant. Une étrange sensation s'installa dans sa poitrine, comme si quelque chose n'était pas à sa place, mais elle n'arrivait pas à identifier quoi. Elle secoua la tête, chassant cette pensée inconfortable. Elle avait beaucoup de travail devant elle. En tant qu'architecte, Élise travaillait principalement depuis son domicile. Son bureau, une pièce confortable avec vue sur le jardin, était rempli de plantes et de dessins techniques éparpillés sur sa table à dessin. Elle se plongea dans ses projets, perdant la notion du temps comme cela lui arrivait toujours quand elle était concentrée. 29 minutes plus tard, son téléphone sonna. Un numéro inconnu clignotait sur l'écran. Son cœur s'accéléra, inexplicablement avant même qu'elle ne décroche. De l'autre côté de la ligne, une voix grave et professionnelle la fit se figer. « Madame Élise Moreau, je vous appelle de l'hôpital Saint-Louis. » Le monde sembla ralentir. Les mots suivants arrivèrent comme des fragments déconnectés. Accident, tonneau, état grave, soins intensifs. Ses jambes faiblirent, et elle dut s'appuyer sur la table pour ne pas tomber. Thomas et Chloé avaient été heurtés par un camion qui avait perdu le contrôle. La voiture avait fait plusieurs tonneaux. Les minutes suivantes furent floues. Élise ne se souvenait pas comment elle était arrivée à l'hôpital, qui l'avait conduite, ni combien de temps elle avait attendu avant de recevoir les premières nouvelles. Quand le médecin apparut enfin, son visage grave n'apportait pas de bonnes nouvelles. Thomas et Chloé étaient tous deux dans le coma, avec de graves lésions cérébrales. « Madame Moreau, le docteur Pierre parla avec précaution, je dois être honnête avec vous. La situation est très délicate. Tous deux ont subi un traumatisme crânien sévère. À ce stade, nous ne pouvons pas faire de prévisions concernant leur récupération. Il existe la possibilité que seul l'un d'entre eux se réveille. » Élise sentit comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Comment pourrait-elle choisir entre son mari et sa fille? Comment pourrait-elle ne serait-ce que traiter l'idée d'en perdre un? Les murs blancs et aseptisés de l'hôpital semblaient l'étouffer. Dans les jours qui suivirent, Élise établit une routine mécanique entre les deux chambres de soins intensifs. Le matin, elle restait avec Chloé, tenant sa petite main, lui, racontant des histoires, chantant les chansons que la fillette aimait tant. L'après-midi, elle s'asseyait à côté de Thomas, parlant de travail, de la maison, de tout ce qui pouvait maintenir le lien entre eux. Les infirmières l'observaient, avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Élise ne pleurait pas, ne se désespérait pas. Il y avait en elle une force silencieuse, une détermination qui se manifestait dans chaque geste, dans chaque mot murmuré aux oreilles des deux êtres qu'elle aimait le plus au monde. Le soir, seule à la maison, elle se permettait d'examiner les documents d'assurance, les factures médicales, tout ce qui devait être géré tandis que la vie était suspendue dans ce limbe d'incertitude. Ce fut durant l'une de ces nuits, en fouillant parmi les papiers sur le bureau de Thomas, que ses doigts trouvèrent quelque chose qui ne devrait pas être là. Une enveloppe jaunie, cachée entre des dossiers de travail. Les mains tremblantes, Élise tint l'enveloppe contre la lumière de la lampe. Il n'y avait pas de destinataire, seulement l'écriture reconnaissable de Thomas sur le papier vieilli. Elle hésita un moment, luttant contre la sensation qu'elle envahissait quelque chose de privé. Mais le besoin de comprendre, de trouver, tout indice qui pourrait l'aider à mieux connaître l'homme qui luttait maintenant pour sa vie, fut plus fort. La lettre commençait par des mots hésitants, comme si Thomas avait réécrit plusieurs fois le même paragraphe.
Il y a des vérités que nous portons comme des pierres. Elles nous blessent, nous font trébucher, mais nous continuons à marcher, feignant qu'elles ne sont pas là. Il y a quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. Quelque chose sur ma vie avant nous. Le cœur d'Élise s'accéléra. Les lignes suivantes révélaient un poids qu'elle n'avait jamais imaginé que Thomas portait. Il mentionnait des décisions difficiles, des choix qui le hantaient, une vie parallèle qu'il gardait cachée. La lettre se terminait brusquement par la phrase « Certains choix arrivent trop tard ». C'était comme s'il avait été interrompu au milieu du processus, gardant le secret à moitié. Cette nuit-là, Élise ne put dormir. Les mots de Thomas dansaient dans son esprit, créant des théories et des scénarios qui la tourmentaient. Quel était ce secret si grand qu'il n'avait pu révéler? Qu'y avait-il dans son passé qui le troublait tant? La réponse commença à se dessiner quand elle décida d'enquêter plus profondément. Sur l'ordinateur de Thomas, protégé par un mot de passe, elle trouva après plusieurs tentatives, en utilisant la date de naissance de Chloé, un dossier avec des enregistrements de voyages fréquents vers une ville appelée Mont-Saint-Michel. Les voyages avaient lieu religieusement une fois par mois, toujours avec des justifications vagues concernant des réunions de travail. Pendant ce temps, à l'hôpital, une lueur d'espoir commença à briller. Le 33e jour après l'accident, les doigts de Chloé bougèrent légèrement. C'était un dimanche après-midi et Élise lisait Le Petit Prince à sa fille comme elle le faisait tous les jours. Le mouvement était si subtil qu'au début, elle crut que c'était son imagination, mais cela se reproduisit. « Docteur Pierre », appela-t-elle, sa voix tremblant d'émotion. L'équipe médicale arriva rapidement et les examens confirmèrent. Chloé commençait à réagir. Dans les jours qui suivirent, les signes de récupération se multiplièrent. Ses yeux s'ouvrirent, reconnaissant l'environnement. Les premiers mots vinrent, faibles mais chargés de sens. « Maman. »« Oui, papa » fut la première question de Chloé en reprenant pleinement conscience. Élise sentit son cœur se serrer. Comment expliquer à une enfant de 7 ans que son père était toujours dans le coma, sans aucun signe d'amélioration? « Papa se repose dans une autre chambre, mon amour, » répondit-elle avec toute la douceur qu'elle put rassembler. Il a besoin de plus de temps pour récupérer. La récupération de Chloé fut étonnamment rapide, comme c'est souvent le cas avec les enfants. En quelques semaines, elle était déjà assise dans son lit, mangeant seule et demandant à rentrer. À la maison, sa présence apportait de la lumière dans les couloirs autrefois sombres de l'hôpital et même les infirmières les plus sérieuses ne résistaient pas à son sourire. Mais tandis que Chloé s'épanouissait, Thomas restait plongé dans son profond sommeil. Les médecins commençaient à parler d'état végétatif persistant, des maux qu'Élise refusait de traiter complètement. Et ce fut à ce moment, quand l'espoir commençait à faiblir, qu'elle décida de suivre les indices que la lettre avait révélés. Un samedi matin, après avoir laissé Chloé aux soins de sa mère, Élise prit la route vers Mont-Saint-Michel. Le voyage de 3 heures sembla interminable, chaque kilomètre augmentant son anxiété sur ce qu'elle pourrait trouver. La ville était petite, avec pas plus de 20 000 habitants, le genre d'endroit où tout le monde se connaît. La première. Halte d'Élise à Mont-Saint-Michel fut dans une petite boutique de fleurs au bord de la route. L'endroit attira son attention non par la beauté des fleurs exposées, mais par le nom sur la façade, Fleurs de Claire. C'était le même nom qui apparaissait sur certains relevés bancaires qu'elle avait trouvés parmi les documents de Thomas. La clochette de la porte tinta doucement quand elle entra. L'ambiance était accueillante, parfumée de lys et de roses fraîches. Derrière le comptoir, une femme d'environ 40 ans arrangeait un bouquet de fleurs. Ses mouvements étaient délicats, précis, comme si chaque fleur exigeait une attention particulière. « Bonjour », dit Élise, sa voix plus ferme qu'elle ne l'espérait. « Êtes-vous Claire ?» La femme leva les yeux de son arrangement et quelque chose dans son regard changea instantanément en voyant Élise. Ce fut une reconnaissance silencieuse, comme si elle attendait ce moment depuis longtemps. « Oui, c'est moi », répondit-elle, d'une voix sereine qui faisait honneur à son nom. « Et vous devez être Élise. » L'impact de ces mots fit légèrement chanceler Élise. Comment cette inconnue connaissait-elle son nom? Avant qu'elle ne puisse formuler la question, Claire continua. « Venez avec moi. Je pense que nous avons beaucoup à nous dire. » Claire conduisit Élise vers une petite salle à l'arrière de la boutique. Les murs étaient décorés de photographies en noir et blanc de fleurs sauvages. Elle offrit une tasse de thé,
qu'Élise accepta plus par politesse que par envie. « J'imagine que vous avez découvert les virements bancaires », commença Claire, s'asseyant dans un fauteuil usé. « Thomas m'a dit qu'un jour vous pourriez apparaître, bien qu'il espérait être celui qui vous raconterait la vérité. »« Quelle vérité ?» demanda Élise, sa voix tremblant légèrement. « À propos de Sophie, » répondit Claire, se levant, pour prendre un cadre photo sur l'étagère. Sur la photographie, une adolescente de 16 ans souriait à l'objectif. Le sourire était familier, c'était le même sourire que Thomas. La révélation frappa Élise comme un tsunami. Sophie était la fille de Thomas, une fille qu'il avait eue avec Claire avant de la connaître, une fille dont il avait gardé l'existence secrète pendant toutes ces années. « C'est arrivé avant qu'il ne vous rencontre », expliqua Claire, sa voix chargée d'une tristesse ancienne. « Nous avons eu une relation brève, et quand j'ai découvert que j'étais enceinte, Thomas avait déjà déménagé à Paris. J'ai décidé d'élever Sophie seule. Je n'ai jamais voulu compliquer sa vie. » Élise écoutait chaque mot comme si elle était dans un rêve lointain. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Les voyages mensuels, les virements bancaires, le poids que Thomas portait dans ses yeux quand il revenait de ses soi-disant réunions de travail. « Mais alors pourquoi a-t-il commencé à venir ?» demanda Élise, essayant de garder son sang-froid. « Il y a 3 ans, Sophie a été diagnostiquée avec une maladie neuromusculaire rare, » révéla Claire, les yeux humides. « Le traitement est expérimental, extrêmement coûteux et n'est disponible qu'à l'étranger. Thomas l'a découvert par hasard, grâce à un ami commun. Depuis lors, il nous aide silencieusement. » Les larmes qu'Élise retenait depuis si longtemps commencèrent enfin à couler. Ce n'étaient pas seulement des larmes de tristesse ou de colère face à la trahison du secret. C'étaient des larmes de compréhension douloureuse. Thomas avait essayé de faire ce qu'il croyait être juste, même si c'était de la mauvaise façon. « Il vendait la maison », murmura Élise, se souvenant des documents qu'elle avait trouvés. « Notre maison. »« Il ne voulait pas », se hâta de dire Claire. « J'ai essayé de l'en empêcher, j'ai dit que nous trouverions une autre solution. Mais Thomas, il est têtu quand il décide d'aider quelqu'un. » À ce moment, le téléphone portable d'Élise sonna. C'était l'hôpital. Son cœur s'emballa en voyant le numéro familier sur l'écran. D'une main tremblante, elle répondit à l'appel. La voix de l'infirmière de l'autre côté semblait urgente. « Madame Moreau, il y a eu un changement dans l'état de votre mari. » Élise se souvenait à peine du trajet de retour vers Paris. Les 3 heures de voyage passèrent comme un flou, tandis que son esprit essayait de traiter tout ce qu'elle avait découvert ce matin-là. La révélation sur Sophie, la maladie, les sacrifices secrets de Thomas, tout se mêlait à l'anxiété concernant l'appel de l'hôpital. Quand elle arriva enfin aux soins intensifs, elle trouva Chloé en train de dessiner à côté du lit de son père, sous la supervision de sa grand-mère. La fillette avait tant insisté pour voir Thomas que les médecins avaient finalement autorisé des visites contrôlées. Voir sa fille, là, innocente et ignorante, des secrets qu'elle venait de découvrir fit se serrer encore plus le cœur d'Élise. « Maman, regarde, j'ai fait un dessin de papa qui se réveille !» s'exclama Chloé, levant une feuille colorée où elle avait dessiné Thomas avec les yeux grands ouverts, entourés de cœurs. Avant qu'Élise ne puisse répondre, le docteur Pierre entra dans la chambre. Son visage, normalement si contrôlé et professionnel, montrait une agitation inhabituelle. « Madame Moreau, je dois vous parler en privé. » Dans le couloir, le médecin expliqua que les derniers examens de Thomas montraient une activité cérébrale différente. « Je ne veux pas créer de faux espoirs, » avertit-il, « mais il y a des signes qu'il pourrait commencer à sortir du coma. Il est encore tôt pour affirmer quoi que ce soit, mais... » Comme pour confirmer les paroles du médecin, une agitation commença dans la chambre. La voix de Chloé résonna, aiguë et émue. « Maman, maman, papa pleure !» Élise courut de retour dans la chambre. C'était vrai. Des larmes silencieuses coulaient des coins des yeux de Thomas, et ses doigts avaient légèrement bougé sur le drap. Plus encore, ses yeux étaient ouverts, pas totalement focalisés, mais ouverts, vivants, présents. « Thomas » appela doucement Élise, s'approchant du lit. « Tu peux m'entendre » Ses yeux se tournèrent vers elle. Il y avait de la reconnaissance dans ce regard, et quelque chose d'autre, une tristesse profonde, une demande silencieuse de pardon. À ce moment, Élise sut qu'il était conscient non seulement du présent, mais de tout le passé qui les avait amenés jusqu'ici.
Les jours suivants furent des montagnes russes d'émotions. La récupération de Thomas était lente, frustrante. Il ne pouvait toujours pas parler ou beaucoup bouger, mais ses yeux suivaient chaque mouvement dans la chambre, surtout ceux d'Élise. C'était comme s'il essayait de déchiffrer ce qu'elle savait, ce qu'elle avait découvert pendant son sommeil profond. Un après-midi, alors que Chloé était en physiothérapie, Élise trouva enfin le courage d'aborder le sujet. Elle s'assit, à côté du lit de Thomas, et sortit de sa poche la photo de Sophie que Claire lui avait donnée. « Elle a ton sourire », dit-elle doucement, montrant la photographie. Les yeux de Thomas se remplirent à nouveau de larmes, et sa main trembla sur le drap, essayant d'atteindre l'image. « Je sais tout, Thomas », continua Élise, la voix émue, « à propos de Sophie, de sa maladie, de la vente de la maison. Je sais que tu essayais de faire ce que tu pensais être juste, même si c'était de la mauvaise façon. » Une larme solitaire coula sur le visage de Thomas. Ses lèvres bougèrent, essayant de former des mots qui ne pouvaient pas encore sortir. Élise prit sa main, sentant la légère pression qu'il réussit à donner en réponse. « Je ne vais pas dire que je ne suis pas blessée, » poursuivit-elle. « Tu aurais dû me faire confiance. Tu aurais dû partager ce fardeau. Nous sommes une famille, Thomas. Et maintenant Sophie fait aussi partie de cette famille. » Les moniteurs cardiaques enregistrèrent un changement dans le rythme de Thomas. Ses yeux, plus lucides que jamais depuis son réveil, se fixèrent sur ceux d'Élise avec une intensité qui en disait plus que des mots. « Nous trouverons un chemin, » promit Élise. « Ensemble. Nous n'avons pas besoin de vendre la maison. Il existe d'autres solutions, d'autres traitements que nous pouvons chercher, mais nous devons le faire en famille, sans plus de secrets. » Ce soir-là, après que Chloé se soit endormie sur le canapé de la chambre d'hôpital, Élise prit son téléphone et, d'une main tremblante, écrivit un message à Claire. « Pouvons-nous parler d'amener Sophie rencontrer son père? Je pense qu'il est temps de commencer à construire des ponts, pas des murs. » Le soleil n'était pas encore levé quand Élise se réveilla ce matin-là. Elle avait passé la nuit éveillée, réfléchissant à comment expliquer à Chloé l'existence d'une sœur aînée. Comment faire comprendre à une enfant de 7 ans une situation que même les adultes n'arrivaient pas à traiter complètement? Claire avait répondu à son message par un simple « oui ». Elles avaient convenu que Sophie viendrait le week-end, quand elle serait de retour d'une séance de traitement à Paris. L'adolescente, selon Claire, était à la fois anxieuse et impatiente, des sentiments qui résonnaient dans le propre cœur d'Élise. « Maman, pourquoi tu arranges la chambre d'amis ?» demanda Chloé debout à la porte, serrant son lapin en peluche favori. C'était samedi matin et Élise avait passé les dernières heures à nettoyer et organiser l'espace. « Viens ici, mon amour », appela Élise, s'asseyant sur le lit fraîchement, fait et attirant sa fille sur ses genoux. « J'ai quelque chose de très important à te dire. Tu te souviens quand tu m'as dit que tu voulais vraiment avoir une sœur ?» Les yeux de Chloé s'écarquillèrent avec intérêt. « Oui, comme Léa de ma classe, qui a une grande sœur qui l'aide avec ses devoirs. » Élise respira profondément, choisissant soigneusement ses mots. « Eh bien, il se trouve que tu as une sœur. Elle s'appelle Sophie et elle a 16 ans. Elle va nous rendre visite aujourd'hui et elle va aussi voir papa à l'hôpital. » Le visage de Chloé passa par une série d'expressions. Surprise, confusion, curiosité. Mais où était-elle tout ce temps? Pourquoi je ne l'ai jamais vue? C'est une histoire compliquée, mon amour, expliqua doucement Élise. Sophie vivait dans une autre ville avec sa mère qui s'appelle Claire. C'était avant que je ne connaisse papa. Mais maintenant, elle a besoin d'aide et nous allons être une famille plus grande pour l'aider. Elle est malade comme papa? Leur demanda Chloé, sa petite voix chargée d'inquiétude. Pas comme papa, répondit Élise, sentant ses yeux brûler. Elle a une maladie différente qui fait que ses muscles deviennent parfois faibles, mais les médecins l'aident à aller mieux. Chloé resta silencieuse un moment, traitant l'information. Puis elle sauta des genoux d'Élise et courut dans sa chambre. Elle revint quelques minutes plus tard, portant sa boîte de rubans pour cheveux. « On peut lui en donner, papa? Dis toujours que les rubans rendent n'importe qui plus heureux. » Élise ne put contenir ses larmes face à l'innocence et au cœur ouvert de sa fille. « Bien sûr qu'on peut, mon amour. Je suis sûr qu'elle les adorera. » Le son de la sonnette, quelques heures plus tard, fit battre le cœur de tous plus vite. Élise ouvrit la porte pour trouver Claire et Sophie debout sur le porche. L'adolescente était
dans un fauteuil roulant plus pâle que sur la photo, mais avec le même sourire inconfondable de Thomas. « Salut », dit timidement Sophie, ses doigts jouant nerveusement avec l'ourlet de son chemisier. « J'ai apporté des fleurs. Maman m'a aidé à les choisir. » Chloé, qui était cachée derrière Élise, fit un pas en avant, ses yeux fixés sur sa sœur aînée. Sans hésiter, elle tendit sa boîte de rubans. « Tu veux en choisir un ? Papa dit que les rubans nous rendent heureux. » La glace initiale commença à fondre avec ce simple geste. Sophie sourit plus ouvertement, choisissant un ruban bleu dans la boîte. « Celui-ci va avec mes yeux, » dit-elle. « Tu en as un pareil ?»« Oui. » s'exclama Chloé avec enthousiasme. « On peut les porter tous les deux quand on ira voir papa. » Les mots de Chloé ramenèrent à la réalité de la situation. Thomas était toujours à l'hôpital, maintenant conscient et anxieux de voir Sophie. Sa récupération physique était lente. Il ne pouvait toujours pas parler clairement, mais ses yeux exprimaient tout ce que les mots ne pouvaient pas dire. « Il sait que je viens ?» demanda Sophie, pendant qu'Élise manœuvrait son fauteuil, roulant dans le couloir de l'hôpital. « Oui, » répondit doucement Élise, « qu'il t'attend depuis longtemps. » Le moment où Sophie entra dans la chambre d'hôpital resta gravé dans la mémoire de tous les présents. Thomas, qui avait passé la matinée agité et anxieux, resta complètement immobile en voyant sa fille. Ses yeux, maintenant plus expressifs que jamais, se remplirent de larmes en rencontrant ceux de l'adolescente. « Salut, papa !» dit doucement Sophie, sa voix tremblant d'émotion. C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi, face à face. Toutes les autres fois avaient été dans des lettres ou dans des pensées gardées pour elle. Chloé, tenant la main d'Élise, observait la scène avec une curiosité enfantine. « Regarde, papa, Sophie porte le ruban bleu comme le mien !» s'exclama-t-elle, brisant la tension du moment avec son innocence. Un son étranglé sortit de la gorge de Thomas, sa première véritable tentative de parole depuis son réveil du coma. L'orthophoniste avait dit qu'il devrait réapprendre à utiliser ses cordes vocales, que le processus serait lent et frustrant. Mais à ce moment, face à ces deux filles ensemble pour la première fois, il trouva la force de former un mot. « Mais, tes filles !» compléta doucement Élise, comprenant son effort. « Tes deux filles ensemble !» Sophie approcha son fauteuil roulant du lit, permettant à Thomas de toucher son visage avec des doigts tremblants. C'était un toucher plein de regrets pour le temps perdu, de gratitude pour l'opportunité du présent, d'espoir pour l'avenir. « J'ai apporté quelque chose à te montrer, » dit Sophie, fouillant dans son sac. Elle sortit un petit album photo, visiblement manipulé fréquemment. « Maman et moi avons fait cet album au fil des années. Ce sont des moments que tu n'as pas pu voir, mais maintenant tu peux. » Les pages de l'album racontèrent l'histoire d'une vie. Sophie bébé, ses premiers pas, des anniversaires, des représentations scolaires. Chloé se pencha sur les photos avec intérêt, soulignant les ressemblances. « Regarde maman, Sophie a aussi le même sourire que papa. » Tandis que les filles feuilletaient l'album ensemble, Élise observait Thomas. Son visage reflétait un mélange d'émotions. Joie d'avoir ses filles là, tristesse pour les moments perdus, inquiétude pour l'avenir incertain. Elle connaissait bien cette expression. C'était la même qu'elle voyait dans le miroir tous les matins. « Papa » appela Sophie après un moment, sa voix plus ferme maintenant. « Je sais pour la maison que tu voulais la vendre pour payer mon traitement. » Elle fit une pause, respirant profondément. « Mais je ne veux pas ça. Je ne veux pas que tu sacrifies le foyer de Chloé à cause de moi. » Thomas essaya de protester, mais sa voix ne lui obéissait toujours pas. Élise intervint. « Sophie, ta mère m'a parlé du traitement expérimental. J'ai parlé avec quelques collègues médecins et il existe d'autres possibilités que nous pouvons explorer. Il y a un programme de recherche à Paris et je vais aider aussi, » interrompit Chloé, sautant avec enthousiasme. « Je peux vendre de la limonade devant la maison. Léa a fait ça quand son petit chien avait besoin d'une opération. » La simplicité de la suggestion de Chloé arracha des sourires à tous. Sophie prit la main de sa petite sœur, sentant une vague d'affection pour cette petite personne qu'il avait si facilement acceptée dans sa vie. « Nous trouverons un chemin », affirma Élise, incluant tout le monde dans son regard. « Ce ne sera pas facile, mais nous le ferons ensemble, comme une famille. » À ce moment, une infirmière entra dans la chambre pour annoncer que l'heure des visites était terminée. Avant de partir, Sophie se pencha sur le lit de son père, embrassant doucement son front. « Je reviens le week-end prochain, promit-elle, et j'apporterai plus de photos. » Thomas réussit à bouger les lèvres à nouveau,
formant des mots que même sans son tous comprirent. « Je vous aime ». Tandis qu'elles quittèrent l'hôpital, Chloé tenant une main de Sophie et poussant son fauteuil roulant, avec l'aide d'Élise, une nouvelle réalité commençait à se former. Une réalité où les secrets ne séparaient plus mais unissaient. Les semaines suivantes apportèrent une nouvelle routine pour la famille. Élise réorganisa son agenda de travail pour s'adapter aux voyages hebdomadaires à Paris où elle accompagnait Sophie lors des consultations avec des spécialistes. La chambre d'amis se transformait peu à peu en un espace personnel pour l'adolescente, avec des photos au mur et un bureau adapté à son fauteuil roulant. Thomas poursuivait sa convalescence à l'hôpital, faisant des progrès lents mais constants. Sa parole était encore limitée, mais il parvenait déjà à former de courtes phrases, bien qu'avec difficulté. La physiothérapie intensive commençait à montrer des résultats, et il pouvait désormais s'asseoir dans son lit avec une aide minimale. Lors d'un après-midi particulièrement difficile de thérapie, quand la frustration de Thomas était visible à chaque tentative de mouvement, Élise trouva un ancien dossier dans son ordinateur portable. C'étaient des projets architecturaux qu'elle avait développés des années auparavant, dont un d'adaptation résidentielle pour les personnes à mobilité réduite. « Je crois que j'ai trouvé une meilleure solution que de vendre la maison », dit-elle à Thomas pendant sa visite du soir. « Nous pouvons l'adapter, faire des modifications pour quand Sophie sera avec nous les week-ends, et aussi pour faciliter ta convalescence quand tu rentreras à la maison. » Les yeux de Thomas s'illuminèrent d'intérêt, tandis qu'Élise lui montrait les dessins sur sa tablette. C'était la première fois depuis des semaines qu'elle le voyait véritablement enthousiaste pour quelque chose. « Pouvons faire ?» demanda-t-il, luttant avec chaque syllabe. « Oui, » sourit Élise, tenant sa main. « J'ai déjà parlé avec quelques collègues. Nous pouvons commencer par l'essentiel. Des rampes, l'élargissement des portes, l'adaptation de la salle de bain. Ensuite, nous ajusterons selon les besoins. » Ce soir-là, en rentrant à la maison, Élise trouva Chloé et Sophie dans la chambre de l'aînée. La scène la fit s'arrêter à la porte, émue. Sophie aidait Chloé avec ses devoirs de mathématiques, utilisant des bonbons comme support pédagogique pour expliquer les opérations de base. « Alors, si tu as 5 bonbons violets et que tu en manges 3, combien en reste-t-il » demandait patiemment Sophie. « 2, répondit Chloé avec enthousiasme. « Je peux les manger maintenant ?» Les rires des 2 filles remplirent la pièce, et Élise sentit son cœur se dilater. C'était ce dont Thomas avait dû rêver chaque fois qu'il rendait visite secrètement à Sophie, ses filles ensemble, partageant des moments comme de vraies sœurs. « Les filles !» appela doucement Élise en entrant dans la chambre. « J'ai une nouvelle à vous annoncer. Nous allons faire quelques changements dans la maison. » Tout en expliquant les plans d'adaptation, Élise observait les réactions différentes de ses filles. Chloé était enthousiasmée par l'idée de transformer la maison, imaginant déjà comment elle pourrait décorer les nouvelles rampes avec ses dessins. Sophie, quant à elle, resta silencieuse, les yeux humides. « Vous n'avez pas besoin de faire tout ça pour moi, dit-elle finalement, la voix émue. « Ce n'est pas seulement pour toi, répondit Élise, s'asseyant au bord du lit. C'est pour nous tous, pour que cette maison soit vraiment un foyer pour notre famille entière. De plus, ton père aura aussi besoin de ces adaptations quand il sortira de l'hôpital. Ce sera comme construire une nouvelle maison, s'exclama Chloé, sautant sur le lit. Et Sophie pourra dormir ici quand elle voudra, hein, maman? Chaque fois qu'elle et Claire le voudront, confirma Élise, remarquant comme le visage de Sophie s'illumina à cette possibilité. Plus tard, après que Claire soit venue chercher Sophie et que Chloé fut endormie, Élise s'assit dans son bureau, désormais transformé en une sorte de quartier général pour toutes les affaires familiales. Au mur, un grand calendrier marquait les rendez-vous médicaux de Thomas et Sophie, les séances de physiothérapie, les réunions avec les entrepreneurs pour les adaptations de la maison. Son téléphone vibra avec un message de Claire. Sophie ne cesse de parler des plans pour la maison. Merci de lui donner cette place. Pendant des années, j'ai craint qu'elle se sente toujours comme une intruse dans la vie de Thomas. Maintenant, je vois que j'avais tort. Élise relut le message plusieurs fois, pensant à combien la vie prenait des tournants inexplicables. Il y a quelques mois, Claire n'était qu'un nom mystérieux sur des relevés bancaires. Maintenant, elle était une partie fondamentale d'un puzzle familial qui, peu à peu, commençait à prendre sens. Le bruit des travaux commença tôt ce samedi matin.
Élise avait soigneusement planifié chaque étape de l'adaptation de la maison en commençant par l'accès principal. L'ancien escalier de l'entrée céderait la place à une rampe douce avec des mains courantes des deux côtés et un éclairage encastré. « Regarde, maman, l'ouvrier m'a laissé choisir la couleur du revêtement antidérapant », cria Chloé avec enthousiasme, courant avec un catalogue d'échantillons dans les mains. « Tu crois que Sophie aimera le bleu clair ?»« J'en suis certaine, mon amour, » répondit Élise, souriant en voyant l'enthousiasme de sa fille. Depuis le début des travaux, Chloé s'était autoproclamée superviseur officiel du projet, tenant à participer à toutes les décisions. Le téléphone sonna. C'était l'hôpital. Le cœur d'Élise s'accéléra, comme toujours quand elle voyait ce numéro sur l'écran. Mais cette fois, la nouvelle était bonne. Thomas avait réussi à faire ses premiers pas pendant la physiothérapie. Il est impatient de montrer ses progrès aux filles, expliqua la kinésithérapeute. Je pense que c'est sa plus grande motivation. Élise arriva à l'hôpital plus tard. Elle trouva Thomas assis dans un fauteuil à côté du lit. Une vision qui, quelques semaines auparavant, semblait impossible. Son visage était illuminé par un sourire fatigué mais fier. « Les travaux ?» demanda-t-il, sa parole encore hésitante, mais plus claire. « Ils ont commencé aujourd'hui », répondit Élise, montrant des photos sur son téléphone. Chloé supervise tout, bien sûr. Elle prévoit déjà de faire une fête d'inauguration quand la rampe sera terminée. « Sophie ?» demanda ensuite Thomas, comme il le faisait toujours. « Elle vient demain. Le médecin à Paris a ajusté son traitement, et elle se sent plus forte. » Élise fit une pause, choisissant ses mots. « Claire m'a dit qu'elle a commencé à écrire un journal. Tu sais ce qu'elle a écrit sur la première page ? J'ai enfin une famille complète. » Les yeux de Thomas se remplirent de larmes. Sa main chercha celle d'Élise, la serrant avec une force qu'il n'avait pas montrée depuis des semaines. « Pardonne-moi, » murmura-t-il. Élise s'assit à côté de lui, laissant le silence parler pendant quelques instants. « Tu sais, » commença-t-elle finalement, « j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre pourquoi tu as tout caché. J'ai été blessé, oui, mais ensuite, j'ai commencé à voir comment Sophie te regarde, comment elle sourit quand Chloé, elle appelle sa sœur, comment ses yeux brillent quand nous parlons des adaptations de la maison. » Elle fit une pause, respirant profondément. « Et j'ai réalisé que parfois l'amour se manifeste de façon imparfaite. Tu as essayé de protéger tout le monde, même si c'était de la mauvaise manière. Maintenant, il est temps d'apprendre. À aimer d'une nouvelle façon, plus ouverte, plus honnête. »« Famille, » dit Thomas, le mot sortant clair et fort, les surprenant tous les deux. « Oui, famille, » confirma Élise. « Une famille différente de ce que nous imaginions, mais la nôtre. » Ce soir-là, en rentrant chez elle, Élise trouva une surprise. Chloé avait convaincu les ouvriers de la laisser mettre sa petite main dans le ciment encore frais de la rampe, à côté de laquelle elle avait écrit avec un petit bâton « Famille Moreau-Dupont », incluant spontanément le nom de famille de Claire et Sophie. Émue, Élise photographia ce moment et l'envoya au groupe de messages qu'elle avait créé avec Claire. La réponse vint rapidement. Une photo de Sophie pleurant en voyant l'image, tenant l'un des rubans que Chloé lui avait donné. En observant le chantier inachevé sous la lumière du crépuscule, Élise pensa que les fondations les plus solides ne sont pas toujours faites de béton. Parfois, elles sont construites avec des larmes séchées, des sourires nouvellement découverts et de petites mains marquées dans le ciment frais d'une rampe. L'arôme du café frais et du gâteau à l'orange emplissait la cuisine en ce dimanche matin. Élise s'était levée tôt pour préparer un petit déjeuner spécial. C'était le jour où Thomas rentrait enfin à la maison. Après 3 mois d'hospitalisation, les médecins avaient autorisé sa sortie, bien qu'il ait encore besoin de soins constants et d'une physiothérapie intensive. « Maman, je peux mettre plus de granola dans le yaourt de Sophie ?» Elle a dit qu'elle « adore ça », demanda Chloé, le pot déjà dans les mains. La fillette avait mémorisé toutes les préférences de sa sœur aînée, se transformant en une petite gardienne de ses goûts et de ses besoins. « Bien sûr, mon amour. Mais n'exagère pas. Rappelle-toi qu'elle doit prendre ses médicaments après le petit déjeuner, » répondit Élise, ajustant la température du four où le gâteau finissait de cuire. Le bruit d'un fauteuil roulant électrique annonça l'arrivée de Sophie dans la cuisine. Ces dernières semaines, elle avait commencé à dormir plus fréquemment dans la maison, surtout les week-ends. Claire, qui hésitait auparavant à s'éloigner de sa fille,
commençait à faire davantage confiance au nouvel arrangement familial. « Bonjour !» salua Sophie, manœuvrant habilement son fauteuil jusqu'à la table adaptée. Quelle merveilleuse odeur! Papa parlait toujours de ton gâteau à l'orange lors de nos conversations. Élise s'arrêta un instant, la main suspendue au-dessus du moule à gâteau. C'était la première fois que Sophie mentionnait les conversations qu'elle avait avec Thomas lors de ses visites secrètes. « C'est la recette de ma grand-mère », répondit-elle doucement. Elle disait que le gâteau à l'orange a le pouvoir de rendre n'importe quel jour plus spécial. « Et aujourd'hui est très spécial », s'exclama Chloé sautant sur sa chaise. « Papa rentre à la maison. J'ai déjà arrangé tous mes dessins dans sa chambre pour qu'il voie combien je me suis amélioré. » Le son de la sonnette interrompit la conversation. C'était Claire, arrivant plus tôt pour aider aux préparatifs. Ces derniers mois, elle et Élise avaient développé une amitié improbable, mais sincère. Elle partageait non seulement la responsabilité du bien-être de Sophie, mais aussi une compréhension mutuelle des défis d'élever des enfants dans des circonstances complexes. « J'ai apporté les fleurs de la boutique », annonça Claire, portant un arrangement de lys blanc, les préférés de Thomas. Et aussi, elle hésita un moment, sortant une enveloppe de son sac. « J'ai trouvé ces vieilles photos. J'ai pensé que ce serait un bon moment pour les partager. » Élise prit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, il y avait des photographies de Sophie bébé, certaines avec Thomas. C'étaient des souvenirs précieux de moments volés, de rencontres secrètes dans des parcs et des cafés. Sur l'une d'elles, Thomas tenait une Sophie d'environ 2 ans, son visage rayonnant malgré la tension évidente dans ses yeux. « Il a toujours voulu faire partie de sa vie », expliqua doucement Claire, même quand il ne savait pas comment. « Et maintenant il le peut ouvertement », répondit Élise, la voix émue. « Nous le pouvons tous. » Le reste de la matinée fut consacré aux derniers préparatifs. La maison avait été complètement adaptée ces dernières semaines. Rampes installées, portes élargies, salle de bain modifiée. La chambre de Thomas au rez-de-chaussée était prête, avec un lit d'hôpital spécial et tout l'équipement nécessaire à sa convalescence. Sophie supervisait chaque détail avec un regard attentif, partageant son expérience en matière d'adaptation. « La main courante ici devrait être un peu plus basse », suggérait-elle, « ou cet angle de la rampe facilitera beaucoup ses déplacements. » À 11 heures, l'ambulance se gara devant la maison. Le cœur de tous s'accéléra quand les ambulanciers commencèrent à aider Thomas à descendre. Il était plus mince, plus fragile, mais ses yeux brillaient d'une intensité nouvelle en voyant toute sa famille réunie à l'entrée. « Bienvenue, papa », dit Sophie, sa voix tremblant légèrement. « Bienvenue à la maison, mon amour », compléta Élise, tenant sa main. « Papa, papa, regarde la surprise ». Chloé ne put se retenir, montrant le mur à côté de la rampe principale, où une peinture colorée se distinguait. Une fresque que Sophie et elle avaient réalisée ensemble, représentant toute la famille, y compris Claire. Thomas observa la fresque les larmes aux yeux, sa main tremblant légèrement en touchant la peinture. Ils étaient tous là, représentés par le regard innocent de Chloé et le trait plus mûr de Sophie. Les 2 sœurs se tenant la main, Élise avec son bloc de dessin d'architecture, Claire avec ses fleurs et lui-même debout comme il le serait un jour. « Parfait », réussit-il à dire, sa voix émue mais claire. Les premiers jours de Thomas à la maison furent une adaptation pour tous. Élise avait organisé un planning de soins avec l'aide de Claire. Des infirmiers pendant la journée, des kinésithérapeutes qui venaient 3 fois par semaine et les nuits partagées entre les 2 femmes pour qu'aucune ne soit surchargée. « Vous n'avez pas besoin de faire ça », protesta Thomas un soir, quand Claire arriva pour son tour avec une soupe maison. « Si, nous en avons besoin », répondit-elle simplement, « parce que c'est ce que font les familles. Ça a pris du temps, mais j'ai finalement compris que nous sommes tous une famille, même si elle est différente de la norme. » Les filles développèrent leur propre routine. Chloé insistait pour lire des histoires à son père tous les soirs, même s'il était déjà fatigué. Sophie, quant à elle, était devenue une sorte de conseillère pour les exercices de kinésithérapie, partageant ses propres expériences de rééducation. « Tu sais, papa, » dit-elle un après-midi, en l'observant lutter avec les exercices de renforcement. « Quand j'ai découvert ma maladie, j'ai cru que je ne serais plus jamais normale. Mais j'ai appris que la normalité est relative. L'important est de ne pas abandonner. » Thomas arrêta son exercice,
regardant sa fille avec un mélange de fierté et de regret. « Pardonne-moi » demanda-t-il, pas pour la première fois, de ne pas avoir été là depuis le début. Sophie déplaça son fauteuil plus près, prenant la main de son père. « Tu étais là à ta façon, et maintenant tu es vraiment là, c'est ce qui compte. » Un matin, alors que tous prenaient le petit déjeuner ensemble, ce qui était devenu un rituel les week-ends, Chloé fit une annonce importante. « J'ai décidé ce que je veux être quand je serai grande. »« Et que veux-tu être, mon... »« Amour, » demanda Élise, servant plus de jus à Sophie. « Je veux être architecte comme maman pour faire des maisons que tout le monde peut utiliser. Et je veux aussi avoir une boutique de fleurs comme tante Claire pour rendre les gens heureux. » Avec des fleurs? Le commentaire innocent provoqua des sourires émus chez tous les adultes. Claire, particulièrement, fut touchée d'être appelée tante. C'était la première fois que Chloé l'appelait ainsi. « Tu peux être ce que tu veux, » dit Sophie à sa sœur, « et tu seras incroyable dans tout ce que tu choisiras. » Ce soir-là, après que les filles furent couchées, les adultes se réunirent sur la terrasse. L'air était agréable, parfumé par les jasmins que Claire avait plantés dans le jardin. Thomas, dans son fauteuil roulant, observait les étoiles avec une expression sereine. « Avez-vous déjà pensé » commença-t-il, sa parole plus fluide. « Après des semaines de thérapie, comme la vie est étrange, un accident qui aurait pu tout détruire a fini par unir ce qui était séparé. » Élise, assise à côté de lui, prit sa main. « Parfois, nous devons perdre pied pour construire de nouvelles fondations. Et parfois, compléta Claire, ce qui semble une erreur du passé se transforme en la chose la plus juste du présent. » Le silence qui suivit était confortable, plein de compréhension mutuelle. Dans la chambre des filles, on pouvait entendre les rires étouffés de Chloé et Sophie, qui étaient probablement encore éveillées, chuchotant des secrets de sœurs. « Vous savez, dit Élise après un moment, je pense que Chloé a raison. La normalité est relative, la famille aussi. Ce qui compte, c'est l'amour que nous construisons, même si le chemin jusqu'à lui est plein de détours. » L'automne arriva, apportant de nouveaux défis et succès. 6 mois après l'accident, la vie avait trouvé un nouveau rythme. Thomas progressait constamment dans sa convalescence, pouvant déjà faire quelques pas avec l'aide d'un déambulateur. Sophie, quant à elle, avait commencé un traitement expérimental à Paris qui montrait des résultats prometteurs. Un après-midi, particulièrement agité, Élise organisait des papiers dans son bureau quand elle trouva l'enveloppe jaunie qui avait tout changé, la lettre inachevée de Thomas. En relisant ces mots maintenant, elle réalisa combien le temps avait transformé sa perspective sur tout. « Je pensais l'avoir perdu. » La voix de Thomas la surprit. Il était debout à la porte du bureau, appuyé sur son déambulateur, le visage rougi par l'effort de la marche depuis la chambre. « Tu as réussi à venir jusqu'ici tout seul ?» s'exclama Élise, impressionnée par cette nouvelle réussite. « Je voulais te surprendre, » répondit-il, se déplaçant soigneusement jusqu'à s'asseoir sur la chaise près du bureau. Sa parole était chaque jour plus claire, bien qu'elle garde un rythme plus lent que la normale. « Je peux terminer maintenant ?» Élise comprit immédiatement ce qu'il voulait dire. Elle prit une feuille vierge et un stylo, les plaçant devant lui. Thomas commença à écrire, ses mains encore tremblantes, mais déterminées. Certains choix arrivent trop tard, mais d'autres arrivent exactement quand ils doivent arriver. Pendant des années, j'ai vécu divisé entre 2 mondes, portant le poids de secrets qui m'étouffaient. Je craignais de tout perdre si la vérité éclatait, mais le destin a une façon particulière de nous enseigner ces leçons. Il a fallu que je frôle la mort pour apprendre que l'amour véritable ne diminue pas quand il est partagé, il se multiplie. Aujourd'hui, je vois notre famille non comme 2 réalités séparées, mais comme un tout complexe et beau, tissé avec des fils de douleur et de joie, de regret et de pardon. Élise, tu as transformé mes erreurs en ponts. Là où je voyais des murs, tu as construit des passages. Là où je cachais des secrets, tu as planté des vérités qui ont fleuri en quelque chose de plus beau que je n'aurais jamais imaginé possible. Des larmes silencieuses coulaient sur le visage d'Élise pendant qu'elle lisait. À ce moment, ils entendirent des rires venant du jardin. Par la fenêtre, ils pouvaient voir Sophie apprenant à Chloé à faire des couronnes de fleurs avec les jasmins que Claire avait plantés. « Regarde ça », sourit Thomas, montrant ses filles.
Qui aurait cru qu'un jour nous serions ici, voyant nos filles ensemble, comme elles auraient toujours dû être? La vie a parfois besoin de nous secouer pour nous mettre au bon endroit, répondit Élise, tenant sa main. Le son de la sonnette interrompit le moment. C'était le docteur Pierre, le neurologue qui avait suivi Thomas depuis l'accident, arrivant pour une nouvelle évaluation à domicile. Ces visites, auparavant hebdomadaires, avaient lieu maintenant tous les 15 jours, reflétant les progrès constants du patient. « J'ai d'excellentes nouvelles », annonça le médecin après l'examen. « La récupération dépasse toutes les attentes. Si vous continuez à ce rythme, dans quelques mois, vous pourrez reprendre le travail, même si c'est à temps partiel. » La nouvelle tomba comme une bombe de joie dans la famille. Chloé, qui s'était faufilée discrètement dans la chambre pendant la consultation, sauta de joie. Sophie, qui assistait à tout depuis son fauteuil roulant, avait les yeux humides. « Tu vois, papa, dit-elle, la voix émue, maintenant c'est toi qui me donnes l'exemple de dépassement. » Plus tard, pendant le dîner, un autre rituel qu'il avait établi avec Claire toujours présente les jeudis, Thomas fit une annonce importante. « Je veux reprendre mes études, dit-il, surprenant tout le monde. Kinésithérapie. Je veux aider des personnes comme Sophie et moi. » Le silence qui suivit fut rompu par Chloé. « Alors tu seras comme un super-héros, papa, aidant les gens à redevenir forts. » Le commentaire innocent de Chloé provoqua des sourires émus chez tous. Thomas tendit le bras, attirant sa fille, cadette près de lui. « Nous avons déjà une super-héroïne dans la famille, dit-il, regardant Sophie. Elle m'a beaucoup appris sur la force. » Les jours qui suivirent furent consacrés à une planification intense. Élise recherchait des universités qui offraient des cours de kinésithérapie avec une accessibilité adéquate pour Thomas. Claire contribuait avec son expérience en matière d'adaptation, suggérant des équipements et des modifications qui pourraient être nécessaires. « J'ai trouvé une université parfaite », annonça Élise un samedi matin pendant le petit déjeuner. « Elle est à seulement 20 minutes d'ici, a des rampes à tous les accès et propose des cours du soir. Tu pourrais poursuivre ta rééducation pendant la journée et étudier le soir. »« Et je peux t'aider pour les matières », proposa Sophie, avec enthousiasme. « J'ai beaucoup appris sur l'anatomie et la kinésithérapie pendant toutes ces années de traitement. »« Moi aussi je veux aider », déclara Chloé. « Je peux faire des affiches avec les noms des os. L'infirmière de l'hôpital me les a tous appris. » Thomas observait sa famille avec des yeux humides. C'était incroyable comme tous se mobilisaient pour soutenir ses rêves, même les plus improbables. « Merci », parvint-il à dire, la voix émue. Un après-midi, alors que Thomas faisait ses exercices de kinésithérapie dans le jardin, Sophie le surprit avec une confidence. « Tu sais, papa, j'ai aussi pris une décision, je veux étudier la botanique. »« La botanique ?» demanda-t-il intéressé. « Oui, sourit-elle, regardant les fleurs que sa mère avait plantées. Je veux faire des recherches sur les plantes médicinales, développer des traitements alternatifs pour des personnes comme nous. Ma maman m'a appris que les fleurs ont un pouvoir de guérison, pas seulement pour le corps, mais aussi pour l'âme. Comme les jasmins de tante Claire, ajouta Chloé qui jouait à proximité. Ils font sourire tout le monde. Ce soir-là, après que les filles se soient endormies, les adultes se réunirent sur la terrasse, une habitude devenue sacrée. Claire avait apporté un gâteau au chocolat, recette de famille qu'elle partageait maintenant avec Élise. L'arôme sucré se mêlait au parfum des jasmins nocturnes. « Parfois, je me surprends à penser », là commença Claire, sa voix douce dans la nuit, « comme c'est étrange le chemin que la vie choisit. Pendant des années, j'ai craint que Sophie ne se sente incomplète de ne pas avoir une famille traditionnelle. Maintenant, elle a plus de famille que je n'aurais jamais imaginé possible. Et plus d'amour aussi, compléta Élise, servant du café à tous. Je crois que c'est ce qui compte au final. Non pas la forme sous laquelle la famille s'est constituée, mais l'amour qui la maintient unie. » Thomas, qui était plus silencieux que d'habitude, parla enfin. « La semaine prochaine, c'est l'entretien à l'université. » Sa voix trahissait un mélange d'anxiété et de détermination. « Et tu vas tout déchirer » sourit Élise, serrant sa main. « Comme tu l'as fait avec tous les défis jusqu'ici. Je n'aurais jamais pensé qu'à 45 ans, je recommencerais tout à zéro, réfléchit-il. Mais maintenant, je comprends qu'il n'est jamais trop tard pour reconstruire, pour corriger les trajectoires, pour rêver. » Le silence qui suivit était confortable, plein de promesses et de possibilités. Dans le jardin,
Les jasmins de Claire brillaient sous la lumière de la lune, témoin silencieux d'une famille qui avait appris que l'amour, comme les fleurs, peut éclore dans les endroits les plus inattendus et fleurir même après les plus fortes tempêtes. « Vous savez ce qui m'émeut le plus ?» demanda Claire, après un moment. « Voir comment nos filles grandissent sans le poids des secrets que nous avons portés. Elles apprennent que la famille est bien plus que des liens de sang. C'est un choix, c'est prendre soin, c'est être présent même quand c'est difficile. » L'entretien à l'université avait été fixé pour un mardi pluvieux. Thomas, vêtu de sa meilleure chemise, observait les gouttes de pluie par la fenêtre de la voiture, tandis qu'Élise conduisait. Le campus universitaire était exactement comme il l'avait vu sur les photos, moderne, entièrement adapté, avec des rampes et des ascenseurs dans tous les bâtiments. « Nerveux ?» demanda Élise en garant la voiture sur la place réservée. « Un peu », admit Thomas, sa voix plus ferme après des mois d'orthophonie. « Mais c'est un bon stress, comme quand j'ai appris que j'allais être père pour la première fois. » La comparaison fit sourire Élise. Elle savait qu'il faisait référence tant à Sophie qu'à Chloé, ses 2 premières fois en tant que père, si différentes et également spéciales. Dans la salle d'attente, une surprise. Sophie était là, dans son fauteuil roulant, aux côtés de Claire. « Nous ne pouvions pas te laisser affronter ça tout seul », sourit l'adolescente, ajustant le ruban bleu dans ses cheveux, le même que Chloé lui avait donné des mois auparavant. « Mais ton traitement à Paris ?» demanda Thomas, ému par la présence inattendue de sa fille. « J'ai pu le reporter à demain, » répondit Sophie. « Certaines choses sont plus importantes. D'ailleurs, elle sourit, malicieuse. Je voulais voir le moment où mon père va commencer son parcours pour devenir un super-héros, comme dit Chloé. » L'entretien dura presque 2 heures. Le coordinateur du cours, Dr Richard, fut impressionné non seulement par la détermination de Thomas, mais aussi par sa perspective unique sur la réadaptation et les soins spéciaux. « Votre expérience personnelle, » commenta le coordinateur, « combinée à votre volonté d'apprendre et d'aider les autres, est exactement ce que nous recherchons chez nos étudiants. » Quand ils sortirent de la salle d'entretien, Thomas rayonnait. « J'ai été accepté », annonça-t-il, la voix tremblante d'émotion. « Les cours commencent le semestre prochain. » La célébration fut instantanée. Claire avait déjà préparé une petite surprise. Elle sortit de son sac une bouteille de champagne sans alcool et des verres en plastique. Là, dans le couloir, même de l'université, ils portèrent un toast au nouveau départ. « Maintenant, nous avons 2 étudiants dans la famille », s'exclama Sophie. « Toi en kinésithérapie et moi qui me prépare pour la botanique. » 3. Une voix enfantine résonna dans le couloir. C'était Chloé, arrivant avec sa grand-mère, qui était allée la chercher plus tôt à l'école pour participer à la surprise. « Moi aussi, j'étudie, et j'ai apporté quelque chose de spécial. » La fillette portait un paquet mal emballé, clairement enveloppé par ses propres mains. À l'intérieur, il y avait une blouse blanche, trop petite pour Thomas, avec des dessins colorés sur les manches. « C'est pour que tu la portes quand tu seras médecin kinésithérapeute », expliqua-t-elle sérieusement. « Je sais qu'elle ne te va pas, mais la maîtresse a dit que parfois l'important c'est le symbolisme. » Le mot difficile dans la petite bouche arracha des rires émus à tous. Thomas prit la blouse avec précaution, comme s'il s'agissait du plus précieux des cadeaux. « Je la garderai pour toujours, » promit-il. « Et quand j'obtiendrai mon diplôme, je ferai faire une identique, à ma taille. » De retour à la maison, la célébration continua. Élise avait préparé une fête surprise, avec l'aide des voisins et amis qui, peu à peu, connaissaient et acceptaient l'histoire particulière de cette famille. La maison était décorée de ballons bleus, la couleur préférée de Sophie, et de fleurs de la boutique de Claire. « J'ai aussi une annonce à faire, » dit Claire pendant la fête. « Sophie et moi avons décidé de déménager plus près. J'ai trouvé un local commercial pour la boutique de fleurs à seulement 2 pâtés de maison d'ici. » La nouvelle fut accueillie avec joie, particulièrement par Chloé, qui prévoyait déjà des visites quotidiennes à Tante Claire après l'école. « On pourra faire un jardin de plantes médicinales, » suggéra la fillette, regardant Sophie, « pour que tu t'entraînes quand tu seras scientifique des plantes. » Le déménagement de Claire et Sophie à proximité transforma complètement la dynamique familiale. Ce qui était auparavant des visites occasionnelles devint des rencontres quotidiennes. La nouvelle boutique de fleurs, avec sa façade joyeuse et son jardin adapté, devint un point de rencontre naturel pour tous.
Élise avait aidé au projet d'adaptation de la boutique, créant un espace permettant à Sophie de travailler confortablement dans son fauteuil roulant. L'adolescente se mit à consacrer ses après-midi à aider sa mère avec les arrangements, développant un talent spécial pour les compositions qui mélangeaient fleurs médicinales et ornementales. « Tu sais ce qui est le plus incroyable ?» commenta Sophie un après-midi, alors qu'elle travaillait sur un arrangement spécial pour le premier jour de cours de Thomas à l'université. Comment tout s'est connecté? Ma passion pour les plantes a commencé comme une façon de comprendre ma propre condition, et maintenant ça se transforme en quelque chose de plus grand. Thomas, qui était assis près du comptoir à étudier l'anatomie, leva les yeux de ses livres. « Comment ça ?»« Eh bien, continua-t-elle, ajustant une branche de lavande dans l'arrangement, quand j'ai découvert ma maladie, j'ai commencé à rechercher des plantes médicinales comme complément au traitement. Cela m'a amené à m'intéresser à la botanique, ce qui m'a rapproché davantage de maman et de la boutique de fleurs. Et maintenant, regarde, nous sommes tous ici, chacun, suivant son chemin de guérison, mais ensemble. » La clochette de la porte tinta, annonçant l'arrivée de Chloé avec Élise. La fillette courut directement vers la petite serre que Claire avait installée à l'arrière de la boutique, son endroit préféré, où elle entretenait son propre carré d'herbes aromatiques. « Regarde, Sophie !» cria-t-elle avec enthousiasme. « La camomille qu'on a plantée a germé. »« Elle a un talent naturel pour ça », commenta Claire, observant l'interaction des sœurs avec un sourire. L'autre jour, je l'ai trouvée en train d'expliquer à une cliente les bienfaits calmants de la lavande, tout comme Sophie au même âge. Élise s'approcha de Thomas, jetant un œil à ses études. « Comment se passe la préparation pour le premier jour ?»« Intense, » répondit-il, montrant les pages de notes. « Mais chaque fois que je me sens débordé, je regarde nos filles et je me rappelle pourquoi je fais ça. » L'arrangement que Sophie préparait reçut une touche finale avec une petite carte écrite à la main. « Pour le futur docteur Thomas, de tes plus grandes fans. » À côté du message, il y avait 3 dessins. Une fleur faite par Claire, un cœur par Élise et une famille de bonhommes bâtons par Chloé. « Parfait, » sourit Sophie, admirant le résultat. « Celui-ci sera sur ton bureau d'études, papa, pour te rappeler que tu as des supporters. » Le moment fut interrompu par le téléphone. Portable de Sophie, c'était le médecin de Paris avec les résultats des derniers examens. Tous restèrent silencieux, pendant qu'elle répondait à l'appel, tendue par l'attente. « Le traitement fonctionne », annonça-t-elle après avoir raccroché des larmes de joie dans les yeux. « Les indicateurs se sont améliorés de 40% depuis. Le début !» La nouvelle fut accueillie par des embrassades et des larmes de joie. Chloé, ne comprenant pas complètement la signification des chiffres, mais captant la joie dans l'air, commença à jeter des pétales de fleurs en l'air, créant une pluie colorée qui fit rire tout le monde. « Tu vois ?» dit Claire, embrassant sa fille. « Les fleurs apportent toujours de bonnes nouvelles. Et la famille aussi, » ajouta Chloé avec sa sagesse enfantine. « La maîtresse a dit que quand on a de l'amour, même les médicaments fonctionnent mieux. » Thomas ferma ses livres, se levant à l'aide de la canne qu'il utilisait maintenant pour de courtes distances. « Je crois que cela mérite une célébration spéciale. Que diriez-vous d'une pizza pour le dîner? Tous ensemble, chez nous. »« Pizza avec beurre farci ?» demanda Chloé, pleine d'espoir. « Pizza avec beurre farci », confirma Élise. « Et ce pudding spécial de tante Claire en dessert. » Tandis qu'ils rangèrent la boutique pour fermer, Sophie observait sa famille avec un sourire serein. C'était incroyable comme le destin avait tissé cette trame improbable. Un accident qui aurait pu séparer encore plus les gens avait fini par être le catalyseur pour les unir d'une façon que personne n'aurait pu prévoir. Le premier jour de cours de Thomas arriva avec une surprise du destin. En entrant dans la salle de classe, appuyé sur sa canne et portant l'arrangement spécial que Sophie avait préparé, il découvrit qu'il n'était pas le seul étudiant différent du groupe. Parmi les nouveaux étudiants en kinésithérapie, il y avait 3 autres personnes avec différents types de handicap. « Bienvenue au groupe des recommencements tardifs », dit Marine, une femme de 40 ans qui portait une prothèse à la jambe droite, se présentant pendant la pause. « Moi aussi, je suis ici parce que la vie m'a donné une poussée inattendue. » La classe devint rapidement un groupe uni, surtout les étudiants plus âgés qui, comme Thomas, étaient arrivés là par des chemins non conventionnels. Pendant les travaux de groupe, leurs expériences personnelles enrichissaient des airs, discussions théoriques
apportant une perspective unique à l'apprentissage. À la maison, la routine s'adapta aux nouveaux horaires. Élise réorganisa son bureau d'architecture pour travailler principalement le matin, laissant les après-midi libres pour aider Thomas avec ses études. Chloé, toujours créative, transforma un coin du salon en mini-bibliothèque médicale, où elle organisait les livres de son père avec des étiquettes colorées. « Regarde, papa !» s'exclama-t-elle. Un soir, montrant un dessin élaboré. « J'ai fait une carte du corps humain. Sophie m'a aidé avec les noms difficiles des os. » Le dessin, bien que fait avec la simplicité propre à une enfant de 7 ans, montrait une compréhension surprenante de l'anatomie de base. Dans les marges, Sophie avait ajouté les noms scientifiques de son écriture soignée. « Ça va directement ?»« Dans mon dossier d'études », sourit Thomas, accrochant le dessin sur son tableau d'affichage. La présence constante de Sophie et Claire apporta une nouvelle dimension à l'environnement familial. Les soirées d'études se transformaient souvent en réunions improvisées, Sophie partageant ses connaissances sur les plantes médicinales, tandis que Claire préparait des tisanes thérapeutiques dans la cuisine. « Savais-tu que la camomille, que nous avons plantée dans la boutique, peut aider à la récupération musculaire ?» expliquait Sophie, tout en aidant son père à réviser le matériel sur le système musculo-squelettique. « Je fais un projet de recherche là-dessus pour la foire aux sciences. » « Et je l'aide », ajouta fièrement Chloé, montrant un cahier plein de dessins de fleurs et de notes colorées. Un soir, après une journée particulièrement intense d'études, Thomas trouva une enveloppe sur son bureau. À l'intérieur, il y avait une lettre de Sophie. « Cher papa, quand j'étais petite et que j'ai découvert ma condition, je me demandais souvent pourquoi les choses devaient être si difficiles. Aujourd'hui, je comprends que parfois nous devons emprunter certains chemins pour trouver notre véritable but. Te voir étudier, t'efforcer de recommencer, me fait comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour transformer nos difficultés en quelque chose de significatif. Tu m'apprends que notre force ne réside pas dans le fait d'être parfait, mais de continuer à essayer, même quand c'est difficile. Merci de me montrer que la famille ne concerne pas seulement les liens du sang, mais les choix quotidiens d'amour et de présence. Avec amour, ta Sophie. » Les mots de sa fille émurent profondément Thomas. Ce même soir, pendant le dîner, il fit une annonce importante. « J'ai décidé de faire mon travail de fin de semestre sur l'intégration de la phytothérapie dans le traitement kinésithérapeutique, dit-il, et je veux que tu sois ma consultante spéciale, Sophie. » Les yeux de Sophie brillèrent d'émotion. « Vraiment ? Mais je n'ai même pas encore commencé mes études de botanique. »« Mais tu as des années d'expérience pratique, » intervint Élise. « Parfois, la connaissance la plus précieuse vient de la vie, pas des livres. Et je peux aider aussi, » s'exclama Chloé. « Je peux faire les dessins pour le travail. La maîtresse dit que je suis la meilleure dessinatrice de la classe. » Le projet commun de Thomas et Sophie se transforma rapidement en une entreprise familiale. La boutique de fleurs de Claire devint un laboratoire informel où père et fille passaient des heures à rechercher et documenter les effets thérapeutiques de différentes plantes. Chloé, toujours présente, transformait leurs découvertes en illustrations colorées qui finirent par devenir une partie fondamentale du travail. « Tu sais ce qui est le plus incroyable ?» commenta Sophie un après-midi, tandis qu'ils organisaient à leurs notes. Comment tout s'est connecté naturellement. La boutique de fleurs de maman, ton cours de kinésithérapie, mon intérêt pour la botanique, c'est comme si l'univers avait tout planifié. Élise, qui travaillait sur son ordinateur, portable près d'eux, sourit en entendant le commentaire. Elle développait un projet pour transformer une partie de la boutique de fleurs en espace thérapeutique, combinant ses compétences d'architecte avec les connaissances croissantes de la famille sur les traitements alternatifs. « Parfois je pense, » dit-elle, « comment un moment qui semblait être la fin de tout a fini par être simplement le début de quelque chose de bien plus grand. » Le travail de Thomas commença à attirer l'attention à l'université. Dr Richard, le coordinateur du cours, fut particulièrement intéressé par l'approche innovante qui combinait kinésithérapie traditionnelle et connaissances botaniques. « Vous construisez un pont entre différentes formes de guérison », commenta-t-il lors d'une présentation préliminaire. « Et le plus impressionnant est comment cela est né d'une expérience familiale si unique. » La nouvelle que le travail serait présenté dans un congrès national de kinésithérapie alternative
provoqua une grande agitation dans la famille. Claire commença immédiatement à planifier un arrangement spécial pour le jour de la présentation, tandis que Chloé insistait pour répéter avec son père comment il devrait expliquer ses dessins. « Et ici, disait-elle très sérieusement, pointant vers l'une de ses illustrations, tu expliques que la lavande n'est pas seulement parfumée, elle aide aussi les muscles à se détendre. Comme quand tu fais de l'exercice et qu'ensuite tu bois le thé que tante Claire prépare. » La veille de la présentation, la famille se réunit pour un dîner spécial. La table était décorée avec les fleurs préférées de chacun. Des lys pour Thomas, des marguerites pour Chloé, des orchidées pour Sophie, des roses pour Élise et des jasmins pour Claire. « J'ai quelque chose à partager avec vous », annonça Sophie pendant le dessert. « J'ai reçu les derniers résultats de mes examens aujourd'hui. Le médecin dit que la combinaison du traitement conventionnel avec la phytothérapie que nous avons développée donne des résultats surprenants. Il veut inclure mon cas dans son prochain article scientifique. » La nouvelle fut accueillie avec joie et émotion. Thomas, en particulier, fut touché de réaliser comment son travail académique s'était transformé en quelque chose de si significatif dans la vie réelle. « C'est drôle, » réfléchit-il, sa parole maintenant presque complètement récupérée. « Comment la vie nous guide par des chemins inattendus. Quand j'ai commencé l'université, je pensais simplement chercher une nouvelle profession. Mais j'ai fini par découvrir une façon d'aider non seulement d'autres personnes, mais ma propre famille. Et le meilleur, ajouta Chloé avec sa sagesse enfantine, c'est que maintenant nous sommes tous scientifiques. Je dessine les plantes, Sophie découvre à quoi elles servent, papa apprend comment les utiliser dans les exercices, maman fait que les lieux soient plus beaux, et tante Claire fait pousser les fleurs. Claire, qui était restée silencieuse jusque-là, essuya une larme discrète. « Vous savez, commença-t-elle, pendant des années, je me suis inquiété que Sophie se sente incomplète parce que notre famille était différente. Maintenant, je vois qu'elle a gagné beaucoup plus que je n'aurais jamais pu lui donner seule. Nous avons tous gagné, compléta Élise, levant son verre de jus pour un toast. À notre famille de scientifiques. Au recommencement, ajouta Thomas. Aux fleurs qui guérissent, sourit Sophie. Et à l'amour, conclut Chloé, levant son verre de soda avec tout le sérieux qu'une enfant de 7 ans pouvait rassembler. Le jour de la présentation au congrès arriva avec une énergie spéciale dans l'air. L'auditorium était comble quand Thomas monta sur scène, appuyé sur sa canne, portant avec lui non seulement ses notes, mais l'amour et le soutien de toute sa famille, assise au premier rang. Les illustrations de Chloé, maintenant professionnellement, numérisées et projetées sur l'écran géant, provoquèrent des émotions et des sourires dans l'assistance. La simplicité des dessins enfantins, combinée aux annotations techniques de Sophie et aux observations scientifiques de Thomas, créa une présentation unique qui captiva l'attention de tous. La kinésithérapie, commença Thomas, sa voix, ferme et claire, n'est pas seulement une question de récupérer des mouvements. Il s'agit de reconnecter les gens avec leurs histoires, leurs rêves et leurs possibilités. Quand nous combinons les connaissances traditionnelles avec des alternatives naturelles, comme les propriétés thérapeutiques des plantes, nous ouvrons une nouvelle voie de guérison. Pendant qu'il parlait, des diapositives montraient la progression du projet. La boutique de fleurs transformée en espace thérapeutique, les plates-bandes spéciales créées par Claire, les études de cas documentées par Sophie et les projets architecturaux d'Élise pour rendre l'environnement accessible. Ce travail, poursuivit-il, était né d'une histoire de dépassement familial. Ma fille Sophie, qui vit avec une maladie neuromusculaire rare, a été ma première professeure dans ce voyage. À travers elle, j'ai appris que la guérison peut venir d'endroits inattendus, comme le jardin de sa mère. Dans l'assistance, Sophie serrait la main de Claire, toutes deux les larmes aux yeux. Chloé, assise entre elles, observait fièrement chaque fois qu'un de ses dessins apparaissait à l'écran. Mais le plus important que nous avons découvert, continua Thomas, arrivant au point central de sa présentation, c'est que le processus de guérison est toujours collectif. Chaque personne qui a participé à ce projet a apporté sa propre forme de connaissance, que ce soit par la sagesse traditionnelle des plantes, la précision de l'architecture adaptative, ou même, il sourit, regardant Chloé, la pureté du regard enfantin qui voit beauté et possibilité là où d'autres ne voient que des limitations. L'impact de la présentation fut immédiat. Nombreux professionnels s'approchèrent après la conférence,
intéressée à en savoir plus sur le projet. Une médecin spécialiste des maladies neuromusculaires fut particulièrement intéressée par le cas de Sophie. La combinaison de traitements que vous avez développée est fascinante, commenta-t-elle, échangeant des contacts avec la famille. J'aimerais suivre cela de plus près et éventuellement inclure cette étude dans une recherche plus large que nous développons. Sur le chemin du retour, la voiture était remplie de conversations animées et de projets d'avenir. Claire imaginait déjà agrandir l'espace thérapeutique de la boutique, tandis qu'Élise prenait des notes rapides sur d'éventuelles adaptations supplémentaires de l'espace. « Tu sais ce qui était le plus cool ?» commenta Chloé, somnolente après cette longue journée. Voir tout le monde regarder avec surprise quand papa a dit que c'était une enfant qui avait fait les dessins. La maîtresse dit toujours qu'il ne faut pas sous-estimer les enfants. Et elle a raison, sourit Sophie, ajustant la couverture sur sa sœur qui commençait à s'endormir. Parfois, les plus grandes vérités viennent des observations les plus simples. Cette nuit-là, après que tout se soit retiré, Thomas resta un moment supplémentaire dans son bureau, regardant le tableau d'affichage où tout avait commencé. Là se trouvaient les premiers dessins de Chloé, les notes initiales de Sophie sur les plantes médicinales, les croquis architecturaux d'Élise et un petit vase avec des fleurs fraîches que Claire tenait toujours à maintenir. « Tu n'arrives pas à dormir ?» La voix d'Élise le surprit à la porte. « Je réfléchis, c'est tout, » répondit-il, l'attirant près de lui. « À combien la vie est imprévisible. Il y a 1 an, j'étais dans le coma, portant des secrets qui m'étouffaient. Aujourd'hui, me voilà commençant une nouvelle carrière, avec notre famille plus unie que jamais. Et avec un projet prometteur entre les mains, » compléta Élise. « J'ai vu combien d'intérêt ta présentation a suscité. Cela pourrait aider beaucoup d'autres familles. » Les répercussions du congrès apportèrent des changements significatifs pour la famille. La boutique de fleurs de Claire, maintenant connue sous le nom de Jardin thérapeutique Fleurs qui guérissent, commença à recevoir des visites de professionnels de santé et de patients intéressés par les traitements alternatifs. L'espace, soigneusement planifié par Élise, devint un lieu de rencontre entre médecine traditionnelle et sagesse naturelle. Sophie, inspirée par le succès du projet, décida d'accélérer ses études pour passer le concours d'entrée en botanique plus tôt. Ses notes exemplaires et le projet développé avec son père lui garantirent une place spéciale dans le programme de recherche de l'université. « Regarde ça », dit-elle un matin, montrant un email sur son téléphone. « L'université veut créer un programme d'extension basé sur notre projet. Ils veulent que papa donne des cours pratiques de kinésithérapie intégrative quand il sera diplômé. »« Et tu seras la professeure des plantes ?» demanda Chloé, jetant un œil au téléphone de sa sœur. « Quelque chose comme ça, » sourit Sophie. « Je pourrais étudier et travailler en même temps, développant de nouveaux traitements. » La nouvelle du programme d'extension mobilisa toute la famille. Claire commença à agrandir ses plates-bandes thérapeutiques, créant des espaces spécifiques pour chaque type de traitement. Élise travailla sur de nouveaux projets d'adaptation, réfléchissant à comment accueillir des groupes d'études et des séances pratiques. « Tu sais ce qui m'émeut le plus ?» commenta Claire un après-midi alors qu'elle travaillait avec Thomas à l'organisation de l'espace. Voir comment cette lettre inachevée, qui contenait tant de peur et de culpabilité, s'est transformée en quelque chose de bien plus grand que nous. Thomas acquiesça, comprenant parfaitement. La lettre qui portait autrefois le poids de ses secrets était maintenant encadrée sur le mur de la boutique, à côté des premiers dessins de Chloé et des notes scientifiques de Sophie, un rappel de comment les chemins les plus difficiles peuvent mener aux destinations les plus belles. Un après-midi, alors que Chloé faisait ses devoirs dans la boutique, elle souleva une question qui toucha le cœur de tous. Si l'accident n'avait pas eu lieu, nous ne serions pas cette famille, n'est-ce pas? Le silence qui suivit sa question était dense de signification. Ce fut Sophie qui répondit finalement « Parfois nous avons besoin de perdre pied pour construire des ailes, petite. L'important n'est pas comment nous commençons, mais ce que nous choisissons de faire avec ce que la vie nous présente. » Comme les fleurs, s'exclama Chloé. Tante Claire dit toujours que même après une tempête, elles trouvent un moyen de refleurir. Ce soir-là, pendant le dîner familial qui avait lieu tous les jours maintenant, puisque Claire et Sophie habitaient à seulement 2 pâtés de maison, Thomas porta un toast spécial. « À notre famille », commença-t-il, la voix chargée d'émotion, qui, comme un jardin, a grandi plus forte après la tempête. «
À Élise, qui a transformé le pardon en amour. À Claire, qui a transformé la distance en proximité. À Sophie, qui a transformé la limitation en but. À Chloé, qui nous a appris à voir la beauté dans la simplicité. Et à nous tous, qui avons transformé des secrets en guérison. Les paroles de Thomas résonnèrent dans le cœur de tous. Dehors, dans le jardin éclairé par la douce lumière du crépuscule, les fleurs bougeaient doucement avec la brise, comme si elles célébraient aussi cette famille qui avait appris que l'amour, comme les plantes, trouve toujours un chemin pour fleurir. « Et maintenant ?» demanda Chloé, ses yeux brillants de curiosité. « Qu'est-ce qui vient après ?»« Maintenant, » répondit Élise en souriant, « nous continuons à grandir, comme une famille, comme des personnes, comme un jardin qui a besoin de soins quotidiens et d'amour constant. Et toujours ensemble, » compléta Sophie, tenant la main de sa sœur. « Toujours ensemble » répétèrent-ils tous à l'unisson, leur voix se mêlant au parfum des fleurs qui, du jardin, témoignaient silencieusement d'un moment précieux plus de cette famille, qui avait appris que les liens les plus forts ne sont pas toujours ceux qui naissent avec nous, mais ceux que nous choisissons de cultiver jour après jour. Un an s'était écoulé depuis la présentation au congrès. Le printemps arrivait en force, transformant le jardin thérapeutique Fleurs qui guérissent en un kaléidoscope de couleurs et de parfums. L'espace, qui avait commencé comme une simple boutique de fleurs, était maintenant un centre de référence en traitements intégratifs. Ce matin-là, Thomas ajustait sa toge de diplômé devant le miroir. Ses mouvements, bien que pas encore totalement fluides, portaient une confiance que seul le temps et le dévouement peuvent de construire. La canne, sa compagne constante, arborait maintenant des dessins colorés faits par Chloé, fleurs, papillons et petits cœurs qui racontaient silencieusement l'histoire de sa récupération. « Tu es nerveux ?» demanda Sophie, entrant dans la chambre dans son fauteuil roulant. Elle aussi était élégante, habillée pour la double occasion. La remise de diplôme de son père et sa propre cérémonie d'initiation au programme spécial de recherche de l'université. « Un peu », admit Thomas, ajustant son chapeau. « Mais c'est un bon stress, comme quand je t'ai vu faire tes premiers pas ou quand Chloé est née. » En parlant de Chloé, sourit Sophie, tu dois voir ce qu'elle a préparé pour aujourd'hui. Dans le jardin, la petite famille était réunie pour des photos. Chloé, maintenant âgée de 8 ans, avait organisé une surprise spéciale. Une fresque vivante de fleurs, chacune représentant une étape du parcours familial. Claire l'avait aidée à sélectionner et à ranger chaque fleur soigneusement. « Regarde. »« Papa » expliqua Chloé avec animation. « Chaque fleur raconte une partie de notre histoire. Les lys sont du jour où tu t'es réveillé à l'hôpital. Les marguerites sont de quand Sophie est venue habiter près de nous. Les jasmins sont de Tante Claire. » Élise, qui photographiait tout, avait les larmes aux yeux. Et dire que tout a commencé par une lettre inachevée. Et s'est terminé par un jardin de possibilités, compléta Claire, ajustant un dernier arrangement sur la fresque. L'auditorium de l'université était comble pour la cérémonie de remise des diplômes. Au premier rang, la famille entière assistait fièrement quand Thomas fut appelé pour recevoir son diplôme. Mais il y avait une surprise, il avait été choisi comme orateur de la promotion. Avec des pas fermes, appuyés sur sa canne fleurie, Thomas monta sur scène. Sa voix, autrefois hésitante, résonnait maintenant claire et confiante au microphone. Quand j'ai commencé ce voyage, je pensais simplement chercher une nouvelle profession. Mais j'ai découvert quelque chose de bien plus grand. J'ai appris que la véritable guérison ne vient pas seulement des médicaments ou des exercices, mais de l'amour qui nous entoure et nous fortifie. Ses yeux parcoururent à l'assistance, trouvant chaque visage aimé. J'ai appris avec ma fille, Sophie, que les limitations ne sont que des invitations à découvrir de nouvelles façons de fleurir. Avec ma petite Chloé, j'ai appris que la sagesse la plus profonde vient parfois des observations les plus simples. Avec Claire, j'ai appris que le pardon et l'acceptation sont des graines qui, bien cultivées, produisent les fruits les plus doux. Sa voix s'émut légèrement en continuant. Et avec Élise, mon épouse, j'ai appris que le véritable amour n'est pas celui qui ne faillit jamais, mais celui qui trouve la force de reconstruire même après les plus fortes tempêtes. Au milieu de l'assistance, Chloé tenait la main de Sophie, toutes deux avec des sourires fiers. Claire et Élise, assises côte à côte, partagèrent des mouchoirs pour sécher leurs larmes. Aujourd'hui, poursuivit Thomas, je ne reçois pas seulement un diplôme en kinésithérapie. Je célèbre une renaissance, la mienne
et celle de ma famille. Chacun de nous a fleuri de façon unique dans ce voyage. Et comme les fleurs de notre jardin thérapeutique, nous avons découvert qu'il y a beauté et force à être exactement qui nous sommes. À la fin de la cérémonie, alors que les familles se réunissaient pour les célébrations, un groupe de professeurs s'approcha de Thomas avec une proposition. Il voulait étendre le programme de traitement intégratif, transformant le jardin thérapeutique en un centre d'études officiel de l'université. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de tons roses et oranges, quand la famille se réunit pour un dîner spécial de célébration dans le jardin de la maison. Les lumières décoratives, installées par Élise entre les fleurs, créaient une atmosphère magique. L'arôme des herbes et des fleurs se mêlait à l'odeur délicieuse de la nourriture préparée par Claire. « Avant de commencer, » dit Sophie, manœuvrant son fauteuil au centre du groupe, « j'ai une annonce à faire. » Elle prit une enveloppe de son sac, ses mains tremblant légèrement d'émotion. « Vous vous souvenez des derniers examens que j'ai passés à Paris? Eh bien, les résultats sont arrivés aujourd'hui. » Tous retinrent leur souffle. Sophie ouvrit, un sourire radieux. Le traitement combiné, la médecine traditionnelle avec notre thérapie par les plantes, fonctionne mieux que prévu. Les médecins disent que c'est un cas sans précédent. La nouvelle fut accueillie par des embrassades et des larmes de joie. Chloé, qui avait été inhabituellement calme, courut soudain dans la maison, revenant avec un cahier décoré. « Moi aussi j'ai une surprise », annonça-t-elle avec le sérieux que seule une enfant de 8 ans peut rassembler. « J'ai écrit notre histoire. La maîtresse a aidé à organiser et Sophie a corrigé les fautes de français. » Le cahier décoré de fleurs séchées et de rubans colorés contenait l'histoire de la famille racontée à travers les yeux de Chloé. Chaque page avait des dessins et de petits textes qui narraient leur voyage, depuis l'accident jusqu'à ce moment. « La famille qui a fleuri », lut Élise à haute voix émue. « Quel beau titre, mon amour. »« C'est Sophie qui l'a suggéré, » expliqua Chloé. « Parce que nous sommes comme le jardin de Tante Claire. Même quand vient la forte pluie, nous trouvons toujours un moyen de refleurir. » Thomas prit le cahier. Avec précaution, feuilletant ses pages. Là se trouvait tout son parcours dépeint avec la pureté et la sincérité que seul un enfant pourrait capturer. Les peurs, les découvertes, les joies, tout raconté à travers des dessins colorés et des mots simples, mais profondément vrais. « Tu sais, » dit-il, la voix émue, « quand je me suis réveillé du coma, j'ai cru que notre histoire était terminée. Mais en réalité, elle ne faisait que commencer. Et elle va continuer, » ajouta Sophie. « Avec le centre d'études à l'université, nous pourrons aider d'autres familles à trouver leur propre chemin de guérison. » Claire leva son verre pour un toast. « À notre famille, qui a appris que parfois les liens les plus forts sont ceux que nous choisissons de cultiver. »« Au recommencement, » compléta Élise, « et au courage de transformer la douleur en amour. »« Aux fleurs qui guérissent, » sourit Sophie, « et au jardin que nous construisons ensemble. »« Et à l'amour, » conclut Chloé, levant son verre de jus, « qui est comme de l'engrais pour le cœur. » Ce soir-là, tandis que les étoiles brillaient au-dessus du jardin, la famille partagea plus qu'un simple repas. Elle partagea la certitude qu'ils avaient construit quelque chose de précieux et rare. Un amour qui, comme les fleurs les plus résistantes, trouvait la force de croître même dans les terrains les plus improbables. Le livre de Chloé occupa une place d'honneur à l'accueil du jardin thérapeutique, inspirant d'autres à croire que, tout comme les fleurs trouvent toujours un chemin vers la lumière, l'amour véritable trouve toujours un moyen de fleurir. Et ainsi, entre fleurs et recommencement, entre rires et dépassements, la famille découvrit que parfois les histoires les plus belles sont celles qui ne suivent pas le scénario.